Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Oh, oups, excusez-moi, vous êtes là. On recommence. Salut les furieux, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui pour une vidéo un tout petit peu spéciale parce que c'est vraiment une vidéo que je voudrais dédicacer à un ami, enfin, quelqu'un qui est devenu vraiment quelqu'un d'important au cours de ces dernières années, on peut le dire. Alors c'est l'ami de tous évidemment, mais c'est aussi devenu mon copain. C'est JFR 900 que je tenais à remercier aujourd'hui parce que sans lui, la vidéo qui va suivre n'aurait pas pu avoir lieu tout simplement parce que aujourd'hui, je vais vous présenter son cadeau d'anniversaire, Tintin, le IMAX Buzz. Alors, c'est vrai que JF, je te dois beaucoup de choses, y compris le fait que tu m'aies accueilli sur ta chaîne pour présenter mes petites vidéos de raceurs, mais aussi ton aide, on va dire, matérielle dans la présentation de ces drones, et puis tu es toujours là pour remonter un petit peu le moral quand on croit plus trop aux choses. Alors, merci JF, merci pour tout ce que tu fais pour la communauté, et puis je crois qu'on peut, et je peux te dédicacer cette vidéo. Alors, la vidéo d'aujourd'hui, comme je viens de vous le montrer, c'est la vidéo du IMAX Buzz. Alors, moi, je suis carrément fan de cette marque IMAX, pour une raison toute simple, c'est que quand vous achetez un IMAX, vous le sortez de sa boîte, et normalement, quand tout va bien, 10 minutes, un quart d'heure après, vous êtes en vol, il n'y a pas de souci, tout est prévu, c'est vraiment du vrai BNF, Bind and Fly, vous sortez de la boîte, vous réglez votre radio rapidement, si vous avez l'habitude, ça vous prend 10 minutes, et vous allez voler tout de suite. Aujourd'hui, je vous présente le IMAX Buzz. Normalement, à la fin du mois, vous aurez le droit, parce que je l'ai commandé hier, à la vidéo du nouveau Baby Hawk, un Baby Hawk en 4 pouces, et je vous présenterai ça à la fin du mois d'août. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser au IMAX Buzz. Je ferai une présentation qui, comme d'habitude, est une présentation plutôt axée pour les débutants. We Are FPV a fait une revue très très détaillée d'un point de vue technique de cet appareil. Alors celui-là, c'est le 4S. Sur We Are FPV, ils ont présenté le 6S, mais d'un point de vue technique, c'est quasiment la même chose. C'est quasiment semblable. Donc, si vous voulez vraiment voir la machine ouverte de A à Z et avoir tous les détails techniques, je vous conseille d'aller voir leur vidéo. Moi, c'est surtout une vidéo, 1, du ressenti, et 2, une vidéo des petites galères qu'on peut avoir si on débute, et puis s'il y a des choses qu'on pige pas bien. Donc, il y a 2-3 petites choses à savoir, et un truc qui peut vraiment vous poser problème, qui est une fonction assez inédite sur cet appareil, mais qui peut poser des petits soucis si on n'a pas bien compris ce qui se passait. Donc je vais vous présenter tout ça. Dans un premier temps, on va ouvrir la boîte, on va regarder ce qu'il y a dedans. Ensuite, une petite revue technique rapide, et puis les petits pièges à éviter, et puis on terminera par un petit vol que j'ai pas encore fait parce que en fait je vais vous présenter une machine qui a volé 2 minutes juste pour vérifier que ça fonctionnait. Avant les vacances, je l'ai pas refait de voler, donc là je vais tourner la vidéo technique et puis j'irai, je pense demain, au terrain faire quelques images du vol de ce IMAX Buzz. Allez, je vous laisse avec la machine. Allez, on y va. Voilà, on se retrouve pour faire le unboxing de ce Buzz IMAX. Alors, avant de l'ouvrir, première chose, vous remarquez, et ça, ce sera de plus en plus sur les boîtes, pas mal de marques. Heureusement qu'à l'intérieur, il y a de quoi protéger les machines, mais l'emballage des sites chinois est de plus en plus précaire. On n'a plus qu'un petit plastique. Alors, ils ont fait quelques efforts au niveau de la couleur et du packaging, ce qui ne sera que mieux pour se faire repérer par la douane et par les voleurs de colis. Cela, je l'ai maudit. Bon, bref, il y a toujours ces soucis de packaging. En tout cas, la boîte, elle est costaud. Il pourrait même arriver de Chine comme ça poserait pas de problème. On peut marcher dessus.
le contenu est protégé. Allez, on ouvre. Donc, alors c'est protégé pourquoi? Parce qu'il y a une grosse mousse dure à l'intérieur, il n'y a vraiment aucun souci. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Alors, une petite notice, ça je détaille pas, mais il y a vraiment beaucoup d'informations. Et vous allez voir par la suite, je vous conseille vraiment de la lire, ça vous évitera, comme moi, de galérer, parce qu'il y a un truc que vous n'avez pas pigé, mais je vous expliquerai tout après. Donc la notice, pour une fois, je ne la jette pas, je la garde gentiment pour bien la lire. Alors des petits stickers, ça vous savez, ça j'aime bien, j'y colle un peu partout. La notice de la caméra, on va reparler après de cette caméra. Ici un petit carton sur les hélices. Alors je vous en parle, je vais vous en parler tout de suite des hélices. Pourquoi? Tout simplement parce que ce IMAX existe en deux modèles. Un modèle en low KV, 1700 kV, moteur 1700 kV, pour tourner en 6S, donc là avec une destination peut-être un petit peu plus long range. Et ce modèle ici, qui est le modèle en 4S, avec des moteurs en KV un peu plus important, 2400 kV, donc les hélices seront différentes. Alors, les deux types d'hélices, les voici. Donc on va commencer par celle-là qu'on peut utiliser, mais bon, normalement je n'utiliserai pas. C'est les hélices pour la version low KV, donc un KV de 1700 kV. Donc la version 6S sont des Havan Scimitar 50-26, donc avec un petit pas. Donc là c'est vraiment prévu pour le 6S. En 4S, nous on utilisera plutôt ces hélices. Alors ces hélices, on les connaît parce elles équipent déjà le Hawk 5 de chez IMAX. Sont les Havan Flow, c'est du 50-43. Ça, je vous garantis, ça pousse très très fort. C'est-à-dire qu'avec ça, vous avez, alors pas forcément beaucoup de vitesse, mais des accélérations extrêmement brutales avec ces hélices. Celle-ci, on prendra peut-être un petit peu plus de vitesse, mais ce sera plus cool, plus tranquille. Donc on peut les utiliser en 4S. Moi j'ai fait mon premier vol juste pour voir, pour tout valider, je les ai fait avec celle-là, et ça marche très bien. Mais pour le vol d'essai après, j'utiliserai celle-ci. Donc des hélices, alors des hélices, vous en avez deux jeux. Un jeu en Havan Flow, plus deux hélices en spare. Tac, donc ça fait un jeu et demi en Havan Flow et un jeu et demi pareil en Scimitar. Donc vous choisissez, mais enfin il y a vraiment de quoi voir un petit peu arriver. Enfin c'est vrai que on va casser les hélices assez facilement si on fait les foufous avec cet appareil. Qu'est-ce qu'on a d'autre à l'intérieur? L'antenne, ici une antenne Pagoda. Bon, elle est propre, ça fonctionne correctement. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ah oui, tiens, ils ont prévu ça c'est bien, même si ça risque de nous porter la scoumoune. Un bras de rechange, donc vous voyez ici, les bras sont 4 bras indépendants sur le buzz. Une sangle qui est une sangle qui servira à fixer la caméra. Donc si vous avez une caméra HD de type GoPro ou Runcam 3, 5, etc., vous pourrez la fixer avec ça. Ça risque de ne pas être suffisant, donc il faudra vous faire un petit support pour la protéger un petit peu. Qu'est-ce qu'on a d'autre avant de sortir l'appareil? Un peu de spare de visserie. Ça, ce sera important, j'en reparlerai, parce que moi j'en ai déjà utilisé une, parce que la qualité de ces trucs-là, c'est pas... Enfin, je vous en reparle après. Allez, on va quand même se faire plaisir tout de suite, on va sortir notre buzz. Alors, il est bien empaqueté. Hop, allez, je me débarrasse de la boîte. On va garder que cette beauté, regardez ça. Il est extraordinaire au niveau du look. Alors en vol, ce sera peut-être une autre chose, mais en tout cas ici, on a vraiment un look freestyle qui est au cordeau. Vous voyez, avec rouge sur noir.
honnêtement, il n'y a pas grand-chose d'aussi beau sur le marché actuellement. Au niveau look, là, c'est du 20 sur 20. Il n'y a pas de souci. Bon, d'un point de vue technique, on va voir ça juste après. Donc voilà pour le unboxing. On va passer maintenant à la revue technique. Voilà, on se retrouve maintenant pour la partie un petit peu plus technique de cette présentation. Je vous ai mis rapidement les hélices, alors je ne les ai pas serrées ici, c'est juste pour donner un petit peu le look de l'appareil monté. Alors, la première chose qu'on doit vraiment dire sur cet appareil, le gros intérêt de cet appareil, c'est que ici, c'est du BNF et c'est du vrai BNF. C'est-à-dire que vous le sortez de sa boîte, vous mettez les hélices, vous branchez l'antenne, vous bindez votre appareil et il est prêt à voler. Bon, évidemment, vous le configurez très rapidement, vous allez voir, je vous montrerai après sur Betaflight, mais honnêtement, pour le mettre en vol, il faut 15 minutes maximum. Donc c'est du vrai BNF. Ici, regardez, les antennes, même les antennes sont passées, sont fixées avec des colliers. Et vous voyez, on a les antennes sur le côté ici. Il n'y a rien à faire. Voilà, bah c'est prêt. Alors, pour binder, ça va être très très simple. On va retirer un tout petit peu le câble comme ça. Et on voit. Alors, attendez, je vais essayer de vous montrer ça. C'est pas simple. Hop, voilà. Donc vous voyez ici le récepteur. Ce récepteur, c'est un XM+, et on a accès directement au petit bouton de bind. Donc ça va très très vite, on appuie sur le bouton, on branche la batterie et on bind l'appareil. Alors, quelques données techniques, évidemment, parce que ça va nous intéresser. Bon, je ne vais pas revenir sur la frame. C'est une frame avec 4 bras séparés, ici, qui tiennent par des vis. Donc, c'est assez simple à changer. Donc, c'est vraiment du carbone de très très bonne qualité. Ici, c'est du 4 mm. Sur la top plate, on a du carbone qui est bien chanfreiné. On a vraiment une finition, hein, même sur les bras, vous avez une sérigraphie dessus. C'est vraiment superbe au niveau du look, au niveau de la qualité, c'est du bon carbone. Il n'y a vraiment pas de souci. Les parties métalliques, ici, c'est de l'alu anodisé. Et vous voyez, c'est vraiment du plus bel effet. Au niveau du look, là, c'est imbattable. Donc, une frame avec 4 bras séparés, on a une forme en H qui est typique des appareils freestyle, contrairement aux appareils de race qui sont plutôt en X. On a, vous voyez ici, la batterie qui est prévue pour être sur le dessus. Alors, quelle différence il y a entre ce type d'appareil et les appareils en X avec la batterie sous le dessous? Ben, c'est que tout simplement, sur les appareils de race, on va chercher à avoir une stabilité, à ce que l'appareil bouge pas trop et puisse prendre des belles trajectoires. Ici, au contraire, on va lui demander de pouvoir se retourner, hein, se retourner la crêpe, hein, très, très facilement. Et donc, on a tout un travail qui est fait au niveau du centre d'inertie qui ne va pas se trouver au même endroit sur les deux types d'appareils. Donc ici, un appareil qui est vraiment dédié totalement au freestyle. On a ici un appareil qui est motorisé avec des moteurs de la marque IMAX, évidemment. Ce sont des FS 2306 2000, 400 kV qui tournent en 4S, hein, je vous parlerai des batteries juste après. Donc on a des performances ici qui vont être supérieures à celles du Hawk 5 qui avait les LS 2306, donc les Light Spec. Ici on a la gamme un peu au-dessus, alors on n'est pas au niveau du RS 2306, on a vraiment des très très bons moteurs sur ce Buzz. Alors, parlons un petit peu de la stack. Alors, on a tout d'abord une FC qui est une F4, donc avec un firmware F4
Omnibus. Alors ça, c'est du classique. On a des ESC qui sont... Alors là, intéressant, les ESC, ils sont en 45 ampères. Et il tourne sous BLLI 32, donc en 32 bits. Donc c'est vraiment le haut de gamme. Il tourne en D-Shot 1200. Alors, juste pour la petite histoire, ça vous permettra aussi de faire des petites sonneries personnalisées. Donc avec le BH, le BLLI 32. Un VTX, alors qui est un VTX en 200 milliwatts maxi. Je vous en parle juste après au niveau des petits soucis possibles au niveau de ce VTX parce que d'origine il est loqué en 25 milliwatts, mais je vais vous montrer après comment le déloquer avec ce petit bouton qui est très très accessible. C'est hyper facile. Vous allez voir ça après. Donc un VTX soit 25 soit 200 milliwatts pour le freestyle, c'est nettement suffisant étant donné qu'on veut pas aller très très loin avec cet appareil. Et puis 200 milliwatts, c'est nettement suffisant. La caméra, c'est une Cadix Micro S1 avec un capteur CCD. Elle est en 1200 TVL. Alors la seule chose visiblement, c'est que l'inclinaison n'est pas réglable sur cette caméra, mais bon, moi les premiers essais, bon, il y a pas de souci, on vole très très bien avec ce pitch, avec cette inclinaison. Voilà, donc quelques données techniques sur cet appareil, mais vous irez voir directement la fiche technique, vous en apprendrez autant que ce que je vous raconte ici. Remarquez également que le condensateur est installé d'origine. Je vous dis, c'est une machine qui est prête à l'emploi. On va nous s'intéresser quand même aux batteries, les batteries à utiliser sur ce Buzz. Alors, bon, je vais la laisser celle-là, j'en ai une autre ici. Moi, je vous ai préparé ma petite sélection. Alors, le Buzz va voler en 4S, je vous l'ai dit. L'idéal, c'est 1500 milli, 1500, 1550. Donc, alors là, tout va dépendre, du prix et de la puissance que vous voulez mettre dans vos batteries. Moi, ma sélection, c'est la suivante. On commence par peut-être les moins puissantes, les Tattoo 1550 mAh en 75C, ça c'est vraiment la valeur sûre. Ensuite, si on veut monter un petit peu dans la puissance, on va passer en 80C, 160C en pointe, ce sont les GNB 1500. Et moi, je vais voler avec ça, hein, là-dessus, des CNHL 1500. Vous voyez ici, elles sont en 120C, 240C en pointe avec ces batteries. Et puis ensuite, mais là je les trouve un petit peu plus grosses, les GNB 1500 en 120C, donc là aussi beaucoup de puissance. Moi, mon choix c'est celui-ci, le rapport qualité-puissance-prix est vraiment super chez CNHL. Je vous mettrai juste en dessous les liens pour toutes ces batteries. Donc voilà ici quelques données techniques sur l'appareil. Je ne vais pas vous enquiquiner plus avec ça. Ce qui va être intéressant, c'est vraiment la partie qui va venir juste après, où je vais vous donner quelques petits trucs, tout ce qu'il faut savoir pour mettre rapidement cet appareil en place, le réglage du VTX et surtout le pit mode. Vous allez comprendre pourquoi il faut le savoir avant de l'installer. On va regarder un petit peu Betaflight. Bref, allez, on regarde ça tout de suite. C'est surtout la partie d'après qu'il faut bien regarder. Bien, voilà la partie maintenant importante de cette vidéo. Je vous ai fait attendre jusque-là. On va donc reprendre juste les petits points nécessaires pour aller très très vite lors de la mise en œuvre de cet appareil. Alors, la première chose, je vous l'ai déjà montré, c'est bien repérer le bouton de bind. Donc on va appuyer sur ce bouton avec l'ongle, c'est pas facile, et avec une main brancher la batterie
le mieux c'est de demander à quelqu'un de vous aider et on va pouvoir binder l'appareil. Donc vous voyez, il n'y a pas à ouvrir l'appareil pour le binder, on appuie depuis le côté. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. La seconde chose qui risque de poser problème, c'est le VTX. Alors, le VTX, il y a deux choses à savoir. La première chose, c'est que de base, sa puissance est elle est lockée, elle est bloquée à 25 milliwatts. Alors vous pouvez très bien voler en 25 milliwatts, ça pose pas de souci, mais si vous voulez un petit peu plus de puissance, passez en 200 milliwatts, ce qui va vous permettre en terrain dégagé une portée de l'ordre d'1 kilomètre, 1,5 km en 200 milliwatts, en terrain dégagé, hein, on s'entend. Avec des obstacles, ce sera peut-être un petit peu plus délicat, mais enfin, une utilisation classique d'un appareil de freestyle en 200 milliwatts, c'est bien suffisant. Alors pour déloquer en puissance maximale ce VTX, ce que vous allez faire, c'est que vous allez appuyer sur ce petit bouton blanc qui est le bouton du VTX, hein, qui va vous servir à changer, si vous voulez le faire à la main, hein, les fréquences, les bandes, etc. Bon, le plus simple, c'est de le faire depuis votre masque avec le Smart Audio et votre télécommande, mais vous pouvez le faire ici au bouton. Alors pour déloquer, vous appuyez et vous branchez la batterie, exactement comme vous avez fait pour le bind. En gros, ce serait presque binder le VTX, même si ça ne veut rien dire. Donc, on appuie, on branche, et là, vous allez, si vous arrivez à regarder un petit peu là-dedans, on voit apparaître un U qui indique... U pour unlock, sinon ce sera un L, un U qui indiquera que c'est bien unlocké. Alors le problème pour voir ce U, faut démonter cette fois-ci. Alors, normalement, il n'y a pas à démonter, hein, si vous l'avez bien fait. Ensuite, au Smart Audio, ça fonctionnera. Quand vous passerez ensuite en puissance 200 milliwatts, un petit point apparaîtra sur le petit écran. Mais encore une fois, pour voir ce petit écran, il faut retirer la top plate. Et ça, justement, une petite chose dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est les vis. Alors, ce sont des vis, faites bien attention, ce sont des vis fraisées avec une tête hexagonale. Et franchement, elles sont pas tip-top, hein, ces vis. Donc, soyez très très prudent de bien enfoncer votre clé Allen, de ne pas serrer comme des bourrins. D'autant que toutes les vis sont collées au frein filet. Donc, si vous les démontez, il va falloir d'abord casser le frein filet. Donc, il faut vraiment y aller en douceur, ne pas abîmer la tête. Parce que si vous abîmez la tête, le problème, faire une encoche à la Dremel là-dedans, vous allez bousiller le carbone, ça va être dégueulasse. Donc, soyez très attentifs à ça. Peut-être qu'à l'usage, si on est amené à beaucoup retirer cette top plate, peut-être passer avec des vis Torx. C'est ce qui est conseillé. Mais enfin bon, si c'est juste pour vous amuser, vous faites juste attention, c'est tout. Et normalement, il n'y a pas à démonter ça, en tout cas au départ. Donc, déloquer le VTX. Ensuite, il y a un second point qui au départ est une fonction vraiment très très bien sur cet appareil. Il est équipé d'un pit mode que l'on va pouvoir contrôler depuis un inter de la radio. Donc moi je l'ai programmé ici sur celui-là. Alors qu'est-ce que c'est qu'un pit mode? Le pit mode, c'est tout simplement le mode pour la rentrée dans les stands, un pit stand en anglais. C'est lorsque vous voulez bricoler pendant une session avec des gens qui sont autour de vous et vous voulez pas brouiller leur émission en vidéo, alors vous allez passer votre VTX à 0,1 milliwatts, c'est-à-dire presque rien. Ça va permettre en gros à vos lunettes de capter, donc vous voyez, à proximité juste quand elles sont à côté de l'appareil, et dès que vous allez les éloigner, eh ben vous n'allez plus voir grand chose. Alors, je vais vous faire une petite démonstration du truc. Donc on va commencer par allumer la radio. Voilà. Donc la radio est allumée. Moi j'ai lancé mon DVR, donc j'ai enregistré
Donc je suis en train d'enregistrer directement sur mes lunettes. Donc on va brancher. Alors attention, j'ai retiré, vous avez vu ici les hélices. Hein. On ne bricole jamais sur un appareil avec ces hélices. Donc on branche. Voilà. Alors, si vous branchez un petit peu trop près de la radio, il est possible qu'il se mette en fail-safe, hein, vraiment, mais bon, là, ça va. Donc, je me mets là, juste devant, et vous voyez, donc, normalement, je vous passe, je vous mets un petit, quelque part, enfin, je sais pas où, un petit morceau du DVR. Donc, vous voyez qu'actuellement, on voit bien, et je vais passer ici en pit mode, et je vais bouger là, je vais bouger. Donc, voilà, je suis en pit mode ici, donc, quand je suis tout près, normalement, ça fonctionne bien, et dès que vous voyez, j'éloigne, si j'éloigne, hop, ça va être, voilà, c'est tout grisé, il y a de la neige, voilà, là je suis à peu près à 1 mètre, et si je reviens à côté, ça fonctionne. Donc là, ici je peux bricoler sans perturber personne. Alors vous allez me dire, bah oui, mais moi je vole tout seul. Eh bien, ça a un intérêt, c'est que pendant ce temps-là, votre VTX il chauffe pas, et si comme souvent on a oublié de mettre son antenne, eh ben on risque pas de griller le VTX. Donc voilà tout l'intérêt du pit mode. Vous voyez, donc là ça grésille un peu, hop, si je reviens, normalement l'image est bien, hop, ça grésille, là je suis en pit mode, là je suis en 200 milliwatts, hein, ou en 25, je ne sais plus. Donc voilà un petit peu le principe du truc. Alors ça c'est le pit mode. Alors, vous allez me dire pourquoi je vous parle de ça. Eh bien, tout simplement parce que ce mode est intégré directement d'origine dans l'appareil. Alors, ça, c'est génial. Ouais, le seul petit souci, c'est que ça utilise un aux sur votre radio, c'est-à-dire donc un channel de votre radio. Et en l'occurrence, par défaut, c'est l'aux 4, c'est-à-dire le channel 8. Alors, si vous n'avez rien sur votre channel 8, il n'y a aucun souci. Hein, je vais vous montrer après sur Beta comment ça se passe. Donc, vous allez vous rendre compte de rien, puis finalement, vous n'allez pas vous occuper. Et d'ailleurs, beaucoup de personnes qui ont déjà essayé le buzz, finalement, n'ont même pas programmé le pit mode. Moi, comment je me suis rendu compte du truc? C'est que moi, le problème, c'est que sur mon aux 8, habituellement, j'ai le mode anti-turtle ici. Je le programme sur un inter non permanent, vous voyez, hein, pour pouvoir retourner l'appareil hein, quand il est sur le dos. Donc c'est le mode anti-tortue. Et seulement, voilà. Donc ça, c'était sur le channel 8. Et quand la valeur du channel est élevée, très bien, il est en mode normal. Quand la valeur est basse, il se met en pit mode. Et moi, le problème, c'est que dans cette conformation-là, mon channel 8 était en valeur basse. Donc, automatiquement, l'appareil se mettait en pit mode. Et je ne comprenais pas pourquoi, alors que tout me semblait bien branché. Mon appareil n'arrivait pas à émettre à plus de 50 cm. C'est en lisant la notice que j'ai pigé, hein, comme quoi il faut lire la notice. Donc je vous montrerai sur Betaflight cette histoire de pit mode. Donc il faut juste veiller à ce que votre channel numéro 8 sur Betaflight corresponde bien à l'inter ici que vous aurez choisi. Alors, vous pouvez ne pas en programmer, hein, laisser comme c'est, mais en tout cas, bien prévoir le truc pour ne pas être surpris de cette histoire de pit mode. Donc, une fois que vous avez pigé ça, il n'y a pas de souci particulier. Dernière petite chose à savoir, parce que ça a quand même son importance, on a parlé du VTX Lock, on a parlé du pit mode, on a parlé des vis, et il y a un dernier point à aborder, c'est quand vous allez brancher sur Betaflight. On y va sur Betaflight, hein, tout de suite. Quand vous allez vous brancher sur Betaflight, cet appareil, avec la target qu'il a actuellement, n'est pas compatible avec la dernière version de Betaflight, la version 10.4.0. Alors, comment faire? C'est tout simple. Soit, moi ce que je vous conseille pas, soit vous reflashez votre FC, alors là c'est galère, il va falloir tout reprogrammer, etc. Soit, c'est beaucoup plus simple, vous retéléchargez l'ancienne version de Betaflight
configurator sur votre ordinateur. Vous pouvez garder les deux, hein, c'est pas embêtant. C'est-à-dire une version, je ne sais plus. En tout cas, l'ancienne version, la version précédente. Je vous mettrai quelque part hein, la version à télécharger. Donc il n'est pas compatible avec la dernière version de Betaflight. On trouve très facilement, il suffit de retélécharger l'ancienne version de Betaflight. Bon, en l'occurrence, vous allez voir sur mon ordi, j'ai carrément pas téléchargé du tout la nouvelle version. Alors faites attention, je parle de la version de Betaflight configurator, c'est-à-dire votre configurateur sur l'ordinateur. Hein, on peut très bien utiliser l'ancienne version, il n'y a pas de souci, c'est ce qu'on va faire. Bah, d'ailleurs, je pense qu'on peut y aller maintenant qu'on a vu tous ces petits trucs. Si vous savez ça, vous ne pouvez pas vous tromper. Je vous montre tout de suite Betaflight, et puis ensuite, on ira voler. Ok? Allez, c'est parti sur Betaflight. On se retrouve maintenant sur l'ordi. On va aller se brancher à Betaflight. Donc je vais vous montrer un petit peu juste les quelques petites choses qu'il faut faire en pré-vol. Alors, j'ai allumé la radio, on va brancher le quad. Alors, vous allez voir l'intérêt ici, c'est que le récepteur est alimenté directement en USB, donc on n'aura pas branché la batterie. À aucun moment je ne branche ici la batterie. Donc bon, c'est vrai que j'ai retiré mes hélices, donc il n'y a aucun danger. Voilà. Donc ici le quad se connecte, le bus se connecte. Je vais première chose lancer Betaflight configurator et on va voir tout de suite. Voilà, hein, le petit message dont je vous parlais tout à l'heure. Donc il existe une nouvelle version qui est la version 10.5.1. Moi, je continue à utiliser la 10.4.0 dans le cas présent. Donc à vous de jongler entre les deux. Le buzz, dans l'état où vous le recevez, est compatible avec la version 10.4.0, donc l'ancienne version. La nouvelle version ne permet pas, je crois, d'avoir accès au mode de vol, ce qui est quand même un tout petit peu ennuyeux. Donc voilà, je vais garder cette version 10.4.0, je me connecte. Alors, voilà, donc je suis connecté, je vérifie, c'est bon. Donc l'appareil bouge bien, on va commencer. Alors, on va en fait surtout observer les choses parce que tout est quasiment fait. On commence par les ports qui sont déjà activés. L'UART1 ici servira pour le récepteur qui est déjà installé dans la version BNF, hein, le XM+. L'UART3 ici va servir pour la télémétrie, ici pour les capteurs ESC. Donc vous aurez accès via la télémétrie à des informations sur les ESC. L'URT6 sera consacré au Smart Audio qui est donc prévu ici, qui vous permettra de régler votre VTX en passant par votre radio et votre OSD. On regarde la configuration, onglet configuration. Je vous ai dit l'appareil peut tourner en DShot 1200. Ici je l'ai laissé en DShot 600. Je verrai après si je change. Valeur minimum des gaz de 6%. Ça pose pas de problème, c'est-à-dire vous savez que des fois quand la valeur ici est un petit peu petite, on a du mal à armer hein, pour des raisons de sécurité, donc on est parfois amené à augmenter un tout petit peu cette valeur. Ici ça arme sans souci. Configuration du système, on est en 8K, 8K, et alors en général ces valeurs, on évite de trop les monter toutes les deux ensemble, parce que le CPU de la carte rame un peu. Regardez ici, on a une charge de CPU 10% en étant en 8K, 8K, donc ça pose pas de problème dans le cas présent. Le nom du modèle était déjà inscrit. S-Bus, ici, donc RX série Spexat S-Bus. Donc tout ça, c'était déjà inscrit. Alors, cet angle ici, minimum pour armer,
Pour des raisons de sécurité, on le laisse à 25. Je sais que certains pilotes l'augmentent jusqu'à carrément 90, hein, ou même 180, je crois. C'est-à-dire quand il est carrément retourné pour pouvoir, quand on est dans un arbre, par exemple, mettre un coup de gaz pour se libérer, parce que parfois il manque pas grand-chose, on est un peu penché. Bon, niveau sécurité, c'est quand même pas tip-top, hein. Mais voilà, si vous débutez, vous touchez pas à ça. Après, vous serez assez grand pour savoir si ça vous sert ou pas. Qu'est-ce qu'on a ici? Fonctionnalité. Ici, j'ai laissé pour l'instant l'air mode et l'antigravité activés. Je verrai après si je les mets sur des inters. On a des filtres, hein, activés. Donc ici, le sensor ESC, donc le petit capteur ESC est activé. Le beeper classique, hein, tout est activé. Voilà, il n'y a pas grand-chose. Alimentation et batterie, j'ai bougé juste un tout petit peu, descendu un petit peu pour pas que ça bip trop tôt. 3 minimum par élément. Donc à partir de là, ça commencera à biper. Donc là, il faudra vraiment se poser. Puis un avertissement à 3,4. Oui, d'ailleurs, je dis que je l'ai bougé, je ne l'ai pas bougé. Parce qu'habituellement, voilà ce que je fais. Je mets 3 et 3,2. Voilà. C'est-à-dire que là, il hurle sans arrêt et là, il donne des avertissements. Bon, allez, on va laisser pour l'instant à 3,4 et 3,3 et je verrai un petit peu après comment il réagit. Bon, ça garde d'importance. Les PIDs. Alors, les PIDs, ici, donc on a plusieurs profils. Je n'ai pas regardé si ça changeait grand-chose. Bref, peu importe. Ce qui est important de savoir, c'est que ces PIDs et les filtres ici ont été réglés directement en usine, c'est-à-dire par des pilotes qui ont vraiment affiné ces PIDs et qui correspondent exactement à ce qu'il faut au niveau de la machine. Les essais ont vraiment été faits par des pilotes confirmés. Moi, je suis pas un grand pilote, hein, vous allez voir. Je m'amuse, c'est tout. Mais enfin, des vrais pilotes de freestyle vous diront que il n'y a pas grand-chose à toucher au niveau de ces PIDs. Donc c'est vraiment prévu pour pas avoir à s'enquiquiner avec des choses qu'on maîtrise vraiment difficilement au départ, et puis en ce qui me concerne même ensuite. Bon, j'ai juste moi changé un tout petit peu les rates ici, hein, qui sont pas d'origine, ça c'est mes rates. C'est-à-dire que moi j'aime bien tourner à peu près aux alentours de 1000 degrés seconde, entre 1000 et 1100. Là j'ai mis 1000 pour commencer, j'augmenterai peut-être encore un tout petit peu d'expo ici, c'est tout. Voilà, c'est tout ce que j'ai changé. Mais vous pouvez laisser tel quel au départ. Le récepteur. Alors voilà, quelque chose qui va nous intéresser. Alors ici, la batterie n'est pas branchée, hein. Et pourtant, vous voyez que les inters réagissent. Voilà, donc les sticks réagissent. Voilà, tout bouge. Alors ça, c'est vraiment bien parce qu'il n'y a pas à s'embêter à brancher. On peut bricoler tranquillement avec le récepteur. Alors, ici, regardez, au repos, vous voyez que le quad bouge légèrement. Alors moi, ce que je fais, c'est vraiment par principe parce qu'il bouge très peu, j'augmente un tout petit peu la valeur ici de S-band. Et vous allez voir, en passant ici à 3, hein, ça suffit. Hop, et j'enregistre. Voilà. Donc, ici, avec ces valeurs-là, il n'y a pas de souci. J'ai un certain nombre d'aux, moi, qui sont prévus, aux 1, aux 2, aux 3. Et habituellement, j'utilise cet aux 4 qui est dans le même état pour le Turtle Mode. Ici, je l'ai changé, hein, pour les raisons que je vous indiquais tout à l'heure, pour utiliser le Pit Mode. Et donc, ici, voilà. Donc, mon Pit Mode réagit avec l'aux 4, c'est-à-dire qui correspond au channel numéro 8. Et l'anti-turtle, hop, je l'ai mis ici sur l'aux 5. Je vais revenir dessus ensuite. Alors, les modes de vol en aux 1, ici j'ai utilisé l'armement. Tac, vous remarquez que ça n'arme pas parce que je suis branché.
en USB. Donc même batterie branchée, là, ça s'armerait pas. Hein. C'est une sécurité. Voilà. Donc aux 1 pour l'armement. J'utilise mon aux 2 ici pour les donc angle horizon accro. Ici angle donc j'ai un inter 3 positions. Première position, je suis en angle, c'est-à-dire en stabilisé, avec un angle maximum. Voilà. Donc ensuite, je suis en mode horizon et quand je pousse, voilà. Donc en mode acrobatique, mode accro ici. Donc aux 2 avec 3 positions. Le beeper sur l'aux 3. Donc ça sonne pas parce que c'est pas branché, hein. Sinon ça biperait. Et vous voyez que habituellement, 1, 2, 3, bah c'est logique, pour le Turtle Mode, j'utilise l'aux 4, sauf qu'ici, bah, l'aux 4, bah, il y en a besoin pour le Pit Mode, ce fameux Pit Mode dont je vous parlais. Alors, si pour avoir le VTX qui émet à sa puissance normale, soit 25 mW, soit 200 mW, il faut que cet aux 4 soit à une valeur supérieure à 1750, c'est-à-dire dans cette gamme-là. Ici, je suis à plus de 2000, donc il n'y a pas de souci, il émet, mon inter ici est en bas. Quand je le mets en haut, parce que j'ai inversé, hein, parce que je voulais en bas pour une valeur haute et en haut pour une valeur basse, quand je passe en haut, c'est-à-dire, hop, voilà, comme ça, je tombe sur une valeur basse, et alors là, je rentre en pit mode. Et vous voyez le souci que j'avais, moi, c'est que, bah, comme je recopie systématiquement mes modèles de l'un sur l'autre, bah, mon aux 4 était pris, et puis, bah, alors j'avais mis directement l'aux 4 en turtle mode, bon, très bien, sauf que vous voyez que mon aux 4 avait une valeur basse, et bah, j'étais automatiquement en pit mode, c'est-à-dire que bah, j'émettais à 50 cm et je comprenais strictement rien. Et je suis resté bloqué un petit bout de temps là-dessus, jusqu'au moment où je me suis dit, bah, ça doit être expliqué dans la notice. Effectivement, c'est expliqué dans la notice. L'aux 4 est à réserver au pit mode. Donc si vous n'utilisez pas l'aux 4, la plupart des gens ne l'utilisent pas forcément, ben, on se rend compte de rien. Donc voilà pour cette histoire d'aux 4 et de pit mode. Les modes, ça y est, c'est vu. On a vu le turtle mode, les moteurs, bon là, il n'y a rien à voir. Et on termine rapidement par l'OSD. Ça, vous commencez à avoir l'habitude ici. Oui, juste petite précision ici. J'ai activé la valeur du RSSI, mais il y a un XM+. Alors ça, c'est vraiment un problème. Le XM+, je ne vous donne pas le RSSI directement. Il faut flasher le XM+. Donc j'ai sûrement pas démonté un truc qui est parfaitement monté pour aller le reflasher. Donc j'utilise la technique du RSSI dit magique, c'est-à-dire qui est basé sur le taux d'erreur du CPU. Je vous mettrai comment dirais-je, le tuto en description si ça vous intéresse. Il faut que j'y pense, hein. Si j'y pense pas et que vous en avez besoin, vous me le demandez. D'ailleurs, vous pouvez toujours me poser des questions à l'issue de cette vidéo. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur ce buzz. Donc il nous reste maintenant à monter au terrain avec cet appareil. Demain, s'il pleut pas trop, j'essaierai d'aller vous faire quelques images et puis finir le montage. Et puis d'ici quelques jours, tout ça sera en ligne. Je vous remercie tous de nous suivre, de suivre mes vidéos. J'essaie de vous montrer du matériel qui est susceptible de vous plaire. Si mon travail vous plaît, n'hésitez pas à m'encourager en mettant un petit pouce bleu au niveau de la vidéo. Mettez un petit message, hein, si vous avez des questions. N'hésitez pas à les poser en description, les poser en message privé. Vous pouvez également le faire sur le groupe Génération Drone. Et puis, je le redis à chaque fois, mais c'est vraiment important pour nous d'un point de vue matériel. Quand vous commandez, n'hésitez pas à utiliser nos liens.
pour commander. Alors pas forcément d'ailleurs du matériel drone, hein, tout ce que vous voulez chez Banggood en ce qui me concerne, parce que moi je suis juste affilié Banggood, c'est tout. Euh, ça ne vous coûte strictement rien. Et ça nous aide, ça nous aide bien quand même, parce que bon, même si 90% des sous sortent de notre poche. Voilà, et ben écoutez, je vous laisse sur ce avec les images de vol qui vont suivre. Et puis, bah écoutez, bon vol à tous, et puis portez-vous bien. Allez, salut les gars.